Bienvenue sur votre chaîne École d'Écriture, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de continuer avec vous la leçon numéro 13 intitulée Activité cardiaque et pression artérielle. Au niveau de la première partie de cette leçon, nous avions vu l'organisation du cœur. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit i qui est en haut de votre écran. En résumé, nous avions dit que le cœur était composé par, en réalité, des cavités dont les principales sont les deux oreillettes et les deux ventricules. L'oreillette et le ventricule du même côté formaient le cœur, comme c'est le cas ici. L'oreillette gauche et le ventricule gauche forment le cœur gauche. De même, l'oreillette droite et le ventricule droit formaient le cœur droit. Le cœur droit et le cœur gauche ne communiquaient pas. Auparavant, dans une autre vidéo, nous avions vu le siège de l'automatisme cardiaque. Là également, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer encore sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Nous avions dit que chez le cœur de mammifère, le tissu nodal était le siège de l'automatisme cardiaque et que ce tissu nodal-là était composé principalement du nœud sinusal, du nœud septal, du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Nous avions dit que voici les éléments qui composaient le tissu nodal et que parmi tous ces centres que je viens de citer, le nœud sinusal était le pacemaker. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point, intitulé la structure du tissu cardiaque. Pourquoi il est important de comprendre la structure du tissu cardiaque? Il faudra que vous vous rappeliez de ce que vous avez vu en classe de quatrième lorsque vous étudiez la circulation du sang, mais également le rôle du sang. En effet, dans le rôle du sang, vous aviez vu que le sang était responsable du transport des nutriments et des gaz respiratoires indispensables au bon fonctionnement des cellules de tous les organes. Pour que ce sang-là puisse assurer ce transport, il doit quitter le cœur. D'ailleurs, on l'avait assimilé à une pompe qui pompait le sang pour que ce sang-là puisse quitter le cœur et aller au niveau des organes en approvisionnant ces organes-là en nutriments, mais également en gaz et d'autres éléments qui étaient indispensables à leur fonctionnement. Comment ça va se passer? Premièrement, l'oreillette gauche reçoit le sang des poumons. Au même moment, l'oreillette droite reçoit le sang des organes. Deuxièmement, le ventricule gauche envoie le sang dans le corps. Au même moment, le ventricule droit envoie le sang dans les poumons. Cela signifie que les oreillettes reçoivent du sang. Ensuite, ces oreillettes envoient le sang, comme l'indiquent les flèches, au niveau des ventricules qui vont se remplir. Pour que les oreillettes puissent envoyer le sang au niveau des ventricules, il va falloir que ces deux oreillettes-là se contractent. C'est leur contraction qui provoque le mouvement du sang des oreillettes vers les ventricules. Quand ces ventricules-là se remplissent, à leur tour, ils vont se contracter. Et leur contraction propulse le sang qui va quitter complètement le cœur et aller au niveau des différents organes. Par exemple, ce sang-là va aller au niveau du corps, alors que ce sang-là va au niveau des poumons pour se réapprovisionner, pour se purifier, on va dire. Par exemple, ce sang-là va aller au niveau des organes pour les alimenter en dioxygène et ce sang-là va au niveau des poumons pour se purifier, se débarrasser de son gaz carbonique et s'enrichir en dioxygène. Ce n'est pas le but du cours. Le but de ce cours-là est de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces contractions-là pour que ces mouvements puissent avoir lieu, pour que le corps puisse fonctionner normalement. Rendez-vous compte qu'en ce moment même où vous suivez cette vidéo-là, ce mouvement-là est en train d'avoir lieu au niveau de votre corps, au niveau de votre cœur. Donc, vous voyez que ce mouvement est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Tant que l'individu est en vie, il y a ces contractions-là qui ont lieu. Donc, aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce qui est responsable de ces contractions-là, nous allons nous intéresser de ce qu'on va appeler la paroi du cœur, la paroi des oreillettes et la paroi des ventricules. Donc, nous allons réaliser une étude de la constitution de la paroi de ces éléments-là et nous allons découvrir des éléments très intéressants qui seront responsables de ces contractions-là pour que le sang puisse quitter le cœur et revenir au cœur. Pour ce faire, je vais partager avec vous une information capitale relative à la constitution du cœur que nous avons étudié tout à l'heure. En effet, l'information dit que le cœur est constitué de 3 tuniques. Comprenez par là
3 membranes ou bien 3 enveloppes. Ensuite, vous avez d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez d'abord l'endocarde, ensuite le myocarde et enfin le péricarde. Pour réussir notre étude, chers élèves, nous allons concentrer notre étude essentiellement sur cette enveloppe-là qu'on appelle le myocarde. Ces différentes enveloppes, chers élèves, n'assurent pas les mêmes fonctions. En effet, vous avez l'endocarde qui tapisse l'intérieur du cœur cardiaque et des valvules. Ensuite, vous avez le myocarde et enfin, vous avez le péricarde qui est une membrane composée de 2 feuillets. Comme vous avez pu le comprendre, du point de vue de la présentation déjà, il est écrit, et le myocarde est écrit en couleur. Je l'ai fait pour que vous sachiez que c'est le myocarde qui nous intéresse le plus. Pourquoi c'est le myocarde qui nous intéresse le plus? En effet, le myocarde est l'élément principal de la paroi cardiaque. La paroi du cœur que nous voulons étudier est principalement composée de ces 3 éléments-là, mais que de ces 3 éléments que nous avons vus, retenez que le myocarde est l'élément le plus essentiel, en tout cas en ce qui concerne les rôles en rapport avec ces contractions que nous avons décrites tantôt. Alors, chers élèves, pour comprendre la composition de la paroi du cœur, nous allons réaliser une coupe au niveau de la paroi du cœur. Puis on va obtenir un échantillon qu'on va en réalité traiter, monter entre l'âme et lamelle et réaliser une étude microscopique. Voici la représentation de la coupe indiquée par la flèche. Comme l'indique la légende encore une fois, vous constatez que la paroi du cœur est composée principalement, comme on l'a dit dans le texte, de 3 éléments. De l'intérieur vers l'extérieur, comme ça, vous avez d'abord l'endocarde. Ensuite, après l'endocarde, vous avez le myocarde. Après le myocarde, vous avez en réalité le péricarde. En réalisant une coupe également à ce niveau-là, nous obtenons un élément comme ça lorsque nous l'observons au microscope. Mais pour le moment, au microscope optique. Le microscope optique permet de constater que le myocarde est composé d'un ensemble de fibres musculaires. Ces fibres musculaires-là ont la forme de Y. Exemple, observez l'image là, vous voyez que voici une fibre musculaire qui a la forme de Y. En effet, vous avez, ça ressemble bien à Y. Ou bien, observez ici, vous voyez que ça a la forme de la lettre alphabétique Y. Donc, c'est un ensemble de fibres ayant la forme de Y qui compose le myocarde. Et qu'au niveau de ces fibres-là, vous avez en réalité des stries. Comme l'indique la légende, vous voyez ici les stries, c'est ce que vous voyez ici là. C'est ça qu'on appelle les stries. En plus de ça, chaque fibre contient un seul noyau. Contrairement à la fibre musculaire, la fibre cardiaque, elle est composée que d'un seul noyau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des disques intercalaires. Ces disques intercalaires-là sont des jonctions cellulaires. Cela signifie que cette fibre cardiaque-là et cette fibre cardiaque-là sont en contact par l'intermédiaire de ce disque intercalaire. Vous voyez? Donc voici en réalité la composition microscopique des fibres myocardiques. Pour résumer, retenez que le myocarde est composé d'un ensemble de fibres qui sont striées. Voici les stries, ce que vous voyez ici. Ensuite, qui sont ramifiées. Voici par exemple la ramification. Par exemple, cette fibre-là, elle est ramifiée avec cette fibre-là par l'intermédiaire de ce disque scalaire que vous voyez à ce niveau-là. Ensuite, ils sont aussi et surtout mononucléés. Ici, vous voyez que la fibre-là, elle est mononucléée. Voici le noyau qui est en mauve ici. Contrairement aux fibres cardiaques, les fibres musculaires, elles, comme vous pouvez le voir ici, elles sont multinucléées, on va dire. Ça, c'était l'organisation du myocarde vu à l'échelle du microscope optique. Pour approfondir et pour avoir les détails de l'organisation du myocarde, on va approfondir et agrandir le grossissement. Pour cela, nous allons utiliser le microscope électronique.